Qui n'a jamais rêvé de vivre une double vie, de se faire passer pour un autre, d'être autorisé à mentir tout en étant pleinement acteur de la marche du monde? Ce quotidien, c'est celui des officiers de renseignement de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, des anonymes qui s'affairent dans les coulisses de l'histoire pour défendre les intérêts français. Le destin peu commun de ces soldats de l'ombre a récemment été popularisé par la série d'Éric Rochant, Le Bureau des légendes, diffusée sur Canal+ depuis avril 2015, première fiction française à avoir eu accès à la véritable boîte du boulevard Mortier. Le Bureau des légendes nous dévoile un univers froid, très éloigné des habituels fantasmes associés à l'espionnage. À quoi ressemble la véritable vie des espions français? Quelle est la part de fiction dans ce quotidien hors norme? J'ai consacré plusieurs années de ma vie à cette dernière question. J'en ai même fait une thèse de philosophie à la Sorbonne, consacrée à la fiction d'espionnage. Je voulais vous faire partager ce monde que j'ai eu la chance d'entrevoir pendant toutes ces années de recherche. Je suis Pauline Blisten et vous écoutez Espion, une vie sous légende. Aujourd'hui, 4e épisode, le retour à l'ordinaire. C'est fini ta mission? Ouais, c'est fini. Et c'était quoi en fait? Je peux toujours pas t'en parler. T'as tué des gens là-bas? Tu penses vraiment que je te le dirais? Genre, j'ai pas le droit de te dire ce que je fais, mais par contre, je peux te dire que j'ai tué des gens. T'as libéré des otages, ça Non. tu peux le dire au moins. J'ai pas libéré d'otages. T'as cherché des armes chimiques? Non. T'as posé des micros, des trucs comme ça? Non. Moi je saurais pas alors. Non. Tout le sujet de la saison 1, c'est comment font ces Mathieu Kassovitz, acteur. clandestins quand ils ont travaillé quelques années à l'étranger, qu'ils ont coupé les ponts avec tout le monde et qu'ils doivent reprendre une vie plus que normale, parce que pas seulement ils doivent se faire discrets, mais encore une fois, ils n'ont pas le droit de raconter ce qu'ils ont vécu. Donc, passer d'une vie d'aventure à une vie de bureau en quelques jours est quelque chose qui doit être très, très troublant. Et c'est d'ailleurs le sujet de la première saison. Oui, c'est difficile de passer de la mission Jean Guinel, journaliste. clandestine ou de la mission très, très, très active dans laquelle vous allez côtoyer des paroxysmes des guerres, des périodes de violence, vous allez vous-même faire des actions qui sont pas anodines, quelles qu'elles soient. C'est pas nécessairement des actions qui font du mal aux gens, mais c'est des actions où vous vous impliquez à fond. Moi, j'ai rencontré des gens qui disent avoir du mal à revenir dans le réel après les périodes de mission. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à la DGSE, mais en tout cas, dans les forces spéciales où il y a certaines des opérations qui ressemblent à celles des clandestins du service action, on a instauré ce système de SAS au retour de mission. Si vous voulez, quand vous rentrez d'une mission, que vous avez une famille et que vous allez retrouver qui son époux, qui son épouse, qui ses enfants, vous imaginez, vous revenez d'un voyage interplanétaire. Mais je ne sais pas du tout comment ça se passe à la DGSE. Et avec Louis, ça se passe bien? Bah c'est secret. Prune. Bah quoi? Tu parles pas de ta vie, je te parle pas de la mienne. Ma mission, c'était de lier connaissances. Je devais fréquenter des gens dans un certain milieu, les observer, les connaître, et voir s'ils avaient accès à des informations qui pouvaient nous être utiles. Si c'était le cas, je devais essayer de trouver un moyen de les convaincre de nous donner ces renseignements. Tu les faisais chanter? Non, fais pas chanter les gens, ça marche pas ça. Non, c'est des gens qui veulent aider la France ou faire avancer leur cause. Moi, mon seul travail, c'était de trouver des gens intéressants, c'est tout. Tu devais te faire des amis quoi. Disons des connaissances. C'est pour ça que t'es parti 6 ans. Pour faire des connaissances. Je pense qu'avoir une vie complètement normale et tranquille, c'est compliqué. Camille de Castelnau, scénariste. Parce que c'est de toute façon une vie qui est marquée par le secret, qu'on ne peut pas dire à sa famille ce qu'on fait ou ce qu'on fait exactement, ou être très flou. Et voilà, et partir, ça dépend. Mais il y en a qui doivent partir du jour au lendemain pour des missions, ils ne savent pas quand ils rentrent. Donc ça c'est pas normal. C'est comme une vie de militaire, mais avec un poids du secret encore plus lourd, quoi.
D'après ce que j'ai compris, les militaires du service action ne cachent pas à leur famille qu'ils sont militaires. Quand vous êtes militaire, vous partez en mission, en entraînement, en manœuvre, en n'importe quoi, en poste, en renfort, enfin tout est possible. Donc voilà. Et puis pour les civils, c'est pareil. Vous allez avoir une couverture commerciale. Il y a plein de métiers qui peuvent justifier. Et puis vous n'avez pas forcément besoin de mentir. Vous pouvez très bien, dans un couple, quel qu'il soit, vous pouvez très bien dire à votre conjoint la nature de votre métier. Il ne faut pas croire que les gens ne savent pas ce que font le conjoint. Ils en sont le plus souvent conscients. Alors, ce qu'on m'a expliqué, c'est que quand vous êtes avec un conjoint qui est un bavard ou une bavarde impénitent ou impénitente, vous n'allez pas raconter les détails de votre vie. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir une relation sympa avec lui ou elle, mais vous donnez pas les détails, quoi. Et pareil par rapport aux enfants. Les enfants, il faut pas courir le risque que ils aillent raconter dans la cour de récré mon papa est agent secret ou ma maman est agent secret. Donc voilà. Au-delà de ça, je crois que c'est beaucoup plus cool que ce que dit le règlement, quoi. C'est pas aussi sérieux aussi rigoureux, parce que ce serait intenable de toute façon. Tous les ans, on présente les épisodes à la DGSE et on parle souvent avec des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas très bien qui ils sont, ou alors ils s'annoncent d'une certaine façon. Et on a quelques-uns qui nous ont dit on vous remercie parce qu'on peut enfin montrer à nos familles ce qu'on fait sans avoir à leur dire ce qu'on fait. Donc c'est un des plus gros problèmes, je pense, de ces gens-là, c'est de ne pas pouvoir raconter ce qu'ils vivent. Et quand on voit que ces gens-là qui nous disent c'est bien, c'est pas tout à fait ça, mais c'est bien. Déjà, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, parce que ça pourrait être tout à fait ça. Mais ils nous disent l'inverse pour qu'on n'y croit pas. Donc, on est dedans, en tout cas. Le fait qu'ils nous laissent rentrer, qu'ils nous laissent tourner chez eux, c'est plutôt encourageant. Quand on va là, au Projo, à la DGSE, et que... Florence Loirecaille, actrice. Ils nous demandent de nous dédicacer les DVD, avec tous leurs noms d'emprunt, les Catherine, les Jean-Pierre, les machins. On est là, bon, c'est ça, ouais, bien sûr Catherine, bien sûr Jean-Pierre. Mais en fait, le plus important, c'est eux qui sont tellement contents qu'on ait parlé pour eux, quoi. Enfin, voilà. Ça, c'est quand même... Ça fait un drôle d'effet, quand même. Comment tu fais quand tu dois tout cacher, même à ta famille? Sarah Giraudot, actrice. Que tu es vraiment complètement seule par rapport à un métier, que en plus, dans ce métier, les gens que tu côtoies, pareil, tu caches énormément de choses puisque la vérité est cachée. Donc, quelque part, ta vérité à toi, tu es bien obligé de la mettre quelque part. Et c'est vrai que je me suis dit, mais leur moi profond, il doit se caler quelque part. Et je pense que ce soit dans la vie quotidienne et professionnellement, pour rester stable, en fait, il faut absolument que notre vrai moi, il se réalise. C'est ce que me dit Sisteron dans la saison 5. Il me dit on n'est pas une famille, Marina. Moi je lui dis je sais très bien qu'on n'est pas une famille. Mais en même temps, si c'est ni la famille, si c'est ni les amis, ni les gens sur le terrain, et à un moment donné la DGSE va être le seul, entre guillemets, déversoir ou la seule bulle vers laquelle le clandestin pourra se retourner s'il a un besoin. Et c'est en quoi, non, nous ne sommes pas une famille, mais ça se rapproche quand même un peu. Maintenant, il est vrai que c'est très, très compliqué. Hélène Leuillet, philosophe et psychanalyste. Je me souviens d'une interview de quelqu'un de la DGSE, d'une dame, qui disait « Bah oui, c'est difficile, à l'apéro, je peux pas dire, vous savez, moi, ce que je suis espionne. C'est pas possible. Donc, il faut dire, je travaille dans l'administration, je suis consultante, etc. Parce que il est impossible de raconter sa journée le soir. » Et pourtant, là, on atteint peut-être des choses très importantes pour l'action secrète et clandestine. Pourtant, ce sont précisément des personnes qui auraient besoin de parler, qui auraient besoin de dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un poids du secret, il y a quelque chose du danger, il y a quelque chose de la mort, parfois de la mort infligée, de la mort vue, qui constitue l'expérience de ces sortes de soldats, enfin de dévoués en tout cas, à la collectivité, qui, bien entendu, supposerait qu'ils puissent à certains moments échanger. Et ça oblige à mentir, parce que c'est vrai que c'est une grande responsabilité pour un espion d'avoir une famille, parce que si elle est connue, elle est en danger. Il ne peut pas voir un psychanalyste. Il met son psychanalyste en danger, parce que même s'il ne lui raconte rien, il suffit
qu'on sache qu'il va parler à quelqu'un pour que cette personne, éventuellement, soit en danger, pour qu'on puisse penser qu'elle tient des renseignements. Monsieur Duflo, le docteur Balmès est là. Justement. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Duflo. Je vous présente Guillaume de Bailly, qui est notre nouveau directeur adjoint. Bonjour. Guillaume, je te présente le docteur Balmès, qui va s'occuper de nous tous ici, parce que depuis l'affaire Cyclone, on va tous très mal. Enfin, surtout lui. Dans la mesure où ils ne peuvent pas consulter en ville. On ne voit pas arriver des gens qui ont mené des actions clandestines. Ils ne peuvent pas en parler. Et pour nous protéger, nous, comme ils doivent protéger leurs proches. Donc là, je ne serais pas étonnée qu'effectivement, cette nécessité de parler soit prise en compte. Et même pour des besoins pragmatiques, même sans rêver de la philanthropie de l'État. C'est que, évidemment, quelqu'un qui craque, mais aussi, et ça c'est bien vu dans le Bureau des légendes, les autres en danger. Parce que le besoin de parler peut être trop fort, parce qu'il peut faire des bêtises. Je dirais même, je ne sais pas s'ils le font, mais ils auraient tout intérêt à avoir des psys maison. Mais alors, voilà, après, c'est une certaine carrière de psychiatre ou de psychologue. Je pense qu'évidemment, l'armée a recruté des médecins. Il y a des médecins militaires, des psychiatres militaires, et bien sûr, il y en a, à mon avis, probablement, qui font carrière à la DGSE. Mais pas comme ça, un petit stage qui arrive pour 3 semaines, comme on le voit dans le Bureau des légendes. Certainement des gens dont la carrière est d'être psychiatre militaire. C'est primordial pour eux déjà de récupérer des informations, s'assurer que la personne est toujours solide et s'assurer qu'elle ne va pas dérailler dans les jours, les mois, les années qui suivent. Tu me fais payer quoi? Un sentiment d'insécurité dans le service? T'as peur de quoi? Est-ce que tout va bien? Oui, C'est tout ce que je veux savoir. ça va. Tout va bien, tu me fais pas le syndrome du clandestin. C'est quoi ça, le syndrome du clandestin? Ça nous met tous en danger parce qu'on ne veut plus de sa vraie vie. Un syndrome qui est illustré par le personnage de Malotru, qui est bien montré, c'est qu'il y a une addiction au secret. Et ça, c'est connu depuis tout temps, hein, depuis le personnage d'Alcibiade dans l'Athènes antique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un agent, on peut devenir un agent double. Puisqu'à partir du moment où on apprend à mentir et à bien mentir, plus on est bon, plus on peut retourner le mensonge contre celui qui vous l'a appris et jouer sur 2, 3, 4 tableaux. Après, on s'embrouille. Mais surtout, il le dit très bien, le Kassovitch. Et il dit à un moment donné, mais où est la limite ? C'est tellement simple de continuer à mentir, de continuer à être un autre et de jouer avec plusieurs identités. Sauf qu'il y a un moment, on se perd. C'est un salaud avec tout le monde, ouais. Et avec Nadia surtout. C'est une horreur. C'est horrible ce qu'il lui fait faire à cette pauvre fille. Non, mais je crois qu'il est mélangé entre son ego et sauver sa vie, récupérer ce qu'il a perdu, et puis son métier sur lequel il est vraiment bon et qu'il connaît bien. D'avoir des secrets, c'est un énorme sacrifice. Jules Sago, acteur. Et avec Paul Lefebvre, c'est énorme. Sacrifier sa vie sentimentale, sacrifier sa relation avec sa fille d'une certaine manière. Ouais, il a rien, quoi. Enfin, suivant ma définition de la vie, il a peu de choses. Je relie ça vraiment à une démarche sacrificielle. Ouais. Je comprends pas quel bénéfice il en retire. Et c'est en ça que, en allant à la DGSE, je me suis dit, en fait, le patriotisme, ça peut être un sentiment très très puissant. Une croyance, quelque chose qui fait avancer, qui guide vers quelque chose. J'attends à tout moment qu'on nous annonce que Cyclone est entre les mains d'un groupe terroriste ou qu'une des sources qu'il a identifiées soit faite arrêter ou qu'une opération soit mal passée parce qu'il l'a balancée. Ou alors il est mort dans un fossé. Ah, c'est ça ma vraie vie. Tu t'attendais à quoi? Je sais pas. C'est ça, moi, que j'ai ressenti en jouant ce personnage-là. Jean-Pierre Daroussin, acteur. C'est le poids de la responsabilité. Le poids de la responsabilité qu'ont ces gens, qui sont là à œuvrer dans l'ombre pour dénouer des nœuds, pour comprendre des situations, pour les anticiper, les enjeux sont très lourds et il y a vraiment un poids des responsabilités très important. La charge, que assez tranquillement, avec humour, discrétion, ironie, un petit peu de cynisme aussi,
Parfois, quand même, il y a des vies humaines qui sont en jeu. Donc, ils le savent. Et ils ont parfois des petits gris-gris, des objets dans leur bureau qui leur rappellent ça, pour leur rappeler ça. Certains ont des objets qui leur permettent de se rappeler leurs échecs et qui ont entraîné des catastrophes. Le poids psychique du secret, c'est même quelque chose qui fait qu'on ne peut pas répondre des actions qu'on a commises, même après tout des erreurs. On ne peut même pas parler des erreurs, parce qu'à vrai dire, ce qui hante dans le vieil âge, c'est même pas tellement les choses qu'on a réussies, parce qu'après tout, ça va, là, on a fait ce qu'il fallait. Ce qui hante, c'est les trucs qu'on a ratés, qu'on n'a pas compris, les fautes qu'on a commises involontairement, les erreurs d'appréciation. Et c'est de ça qu'on a besoin de parler. Et une vie d'espion, elle est faite de réussites, mais elle est faite aussi de ses manquements. Comme toute vie, la parole, c'est ce qui nous permet de symboliser, c'est ce qui nous permet de ne pas être envahi par les souvenirs, de mettre ça de côté. Et ça, c'est un syndrome qui n'est pas montré vraiment dans la série, parce qu'on a tout simplement les héros en action et pas à la retraite. Mais je pense que cette déprime qui saisit ceux qui ont fait de près ou de loin du renseignement, elle est très courante. Quand on a été dans la clandestinité, en fait, on la quitte jamais. Alexandre Papa Emmanuel, chercheur. Moi-même, j'avais un grand-père qui a été formé à ces techniques-là, qui partait parfois en voyage et on ne savait pas où il partait. Ça laissait bien sûr anxieuse ma grand-mère, qui redoutait le coup de fil de la gendarmerie, qui était la seule à savoir où était déployé mon grand-père. Et donc forcément, on ne sait jamais ce qu'il fait, ce pourquoi il est parti. On sait quel est son métier, puisqu'il avait un métier où il s'occupait d'explosifs. Ce qui laissait entendre qu'il faisait des choses qui étaient très sensibles, très particulières quand il partait en voyage ou en vacances, comme on disait. Et qui font que il y a toujours un voile en fait autour de cette table familiale. On ne pose pas de questions, on ne pose pas de ces questions qui dérangent de où tu étais pendant 2 semaines. Et donc forcément, on ne parle pas politique, forcément on évite ces sujets qui peuvent fâcher. Il y a une sorte de pacte un peu tacite entre tout le monde pour dire il y a des choses à pas aborder, des sujets à éviter, et faisons comme si ça n'existait pas. Tout ça amène donc du coup aussi un grand tabou familial qui se lève avec le temps, puisque on est au contact maintenant des anciens, on comprend ce qu'il a fait. Il y a des photos, des photos qui étaient avant cachées, qui commencent à être partagées, mais il faut du temps pour pouvoir comprendre tout ça, pour pouvoir y avoir accès et pour pouvoir en parler de façon apaisée, comme un secret de famille, où on est tous conscients de ce qui se passe. On sait tous, mais l'évoquer, ça peut ouvrir des choses douloureuses. Et surtout, confronter finalement l'action d'un État et la réalité d'un individu, et de se dire que son grand-père a peut-être fait des actions que la raison d'État a invoquées, mais qu'on pourrait réprouver en termes d'éthique. Le combat clandestin ou la protection clandestine demande à ce que ce refoulé soit assumé. Éric Rochant, créateur et showrunner. C'est intéressant parce que du coup, les gens qui sont censés travailler là-dedans, qui sont des gens comme nous, des humains comme nous, c'est pas des surhommes, sont là-dedans. Et donc, eux sont confrontés directement à cette part d'ombre qu'ils sont censés assumer, et ça ne va pas être évident. Comment ils font pour faire de telles saloperies tout en étant des personnes convenables ? Vous voyez ? C'est leur schizophrénie qui m'intéresse. C'est-à-dire comment on peut être à la fois bon père ou bonne mère de famille, ou sans être dans une famille, d'être un citoyen participant à la vie d'une nation avec ses richesses et tout ça, d'un côté, respectant les codes de vie commune à l'intérieur d'une nation, voilà. Et de l'autre côté, se comporter comme un fumier, quoi. C'est-à-dire trahir, voler, jeter des gens honnêtes dans les bras de personnes dont ils vont briser la vie. Enfin, tout ce qu'on imagine dans l'univers qui est bien réel. C'est-à-dire, il faut avoir une vision, aller dans les secrets des autres, démolir des vies, tout ça. Ils le font. Objectivement, ils le font. Il est inévitable qu'il y ait une part de secret, et même d'inavouable. Les hommes et les femmes qui sont censés travailler, eux, directement et individuellement dans cet espace, qui est l'espace des renseignements, sont confrontés à ce dilemme. Ce dilemme qui est, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais une saloperie ou pas ? En fait, ce sont des saloperies autorisées. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion philosophique et morale, et existentielle et humaine.
de toute façon, ils sont amenés à mentir dans leur vie quotidienne. Ils mentent à leurs enfants, ils mentent à leurs conjoints, et non pas parce qu'ils seraient atteints d'un vice pervers quelconque, mais par loyauté envers l'État. Donc il y a cette idée très forte, encore dans l'armée, du service de l'État. Alors bien entendu, ce n'est pas la guerre classique qui, elle, est à découvert, mais c'est le service de l'État. Marina, je vais vous poser une question. Une seule fois. Après, on n'en parle plus. Vous deviez rester dans un bureau après ce qui était arrivé en Iran. Vous tourniez en rond, vous m'avez proposé cette mission de repérage au sein de l'Institut Bulgakov. Vous avez pensé que les sismologues de l'Institut travaillaient probablement sur les câbles de communication sous-marins. Vous m'avez convaincu. Je vous ai autorisé à partir avec Claudia. Est-ce que j'ai eu tort? Non. Vous pouvez le dire. Il est encore temps. Vous pouvez me dire que vous avez peur, que vous n'êtes pas encore remise de votre dernière mission. Vous devez le dire. Parce que cette fois-ci, vous n'êtes pas toute seule. Je vous promets que ça va et que vous n'avez pas eu tort. Ok. Vous pouvez partir à Moscou avec Claudia. La série montre un syndrome post-traumatique, celui de Marina Loiseau. Donc elle veut retourner au front. Mais elle peut pas. Elle peut pas. Il y a une très belle scène dans l'aéroport où elle doit partir en Russie. Elle part pas toute seule. On la laisse pas partir toute seule, mais c'est quand même une mission secrète. Et elle ne peut pas. Elle se dérobe. Elle est prise au tremblement. On la voit soupçonner. Alors voilà, c'est filmé. On voit que son œil est attiré par toute personne qui la regarde dans la rue ou qui ne la regarde pas, ou qu'une voiture qui passe à sa hauteur, parce qu'elle se sent surveillée immédiatement. Voilà, syndrome de stress post-traumatique, ça je pense que vraiment tous les militaires aujourd'hui, en plus dans la mesure où la guerre devient secrète, connaissent potentiellement ce syndrome. Moi personnellement, je m'en serais pas remise. Je serais pas du tout repartie, mais je ne suis pas Marina. Donc ça c'est déjà un premier point. Mais en tant qu'actrice, j'ai essayé de la comprendre. Je me suis dit, mais pourquoi folle tordue, tu y retournes? Parce qu'Éric Rochant te le demande. Non, je rigole. Sincèrement, après la saison 2, je me suis dit, mais elle va s'arrêter là. J'avais même des idées où je me suis dit, Marina va virer un petit peu psychiatrique. Comment tu réussis à mettre derrière pour pouvoir te renouveler et en fait te faire peau neuve pour une nouvelle mission, parce qu'à chaque fois il faut se faire peau neuve. Mesdames, Messieurs, fin de l'embarquement porte M48 pour le vol KA 2306 à destination de Moscou. Dernier appel pour les passagers Monsieur et Madame Ivaniev, Monsieur Morera, Madame Cholova. Merci de vous présenter immédiatement en porte M48. Vous venez d'écouter le 4e épisode du podcast Espion, une vie sous légende. Dans le prochain épisode, quel rôle joue la clandestinité dans la rivalité internationale ? C'est qu'il y a un grand jeu qui les dépasse. Ils sont un rouage, et ce rouage-là doit tourner quoi qu'il se passe. It is a game. Every agent plays with every agent. C'est-à-dire que même les alliés peuvent être potentiellement des ennemis. Le Bureau des légendes, créé par Éric Rochant, produit par Top, The Oligarchs Productions et Fédération Entertainment, est une création originale Canal+. Retrouvez tous les épisodes en exclusivité sur MyCanal. Pour continuer à explorer l'univers du Bureau des légendes, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast Espion, une vie sous légende sur MyCanal, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et toutes les plateformes. Ce podcast est produit par To, The Oligarchs Éditions et Canal+. Il a été écrit et réalisé par Pauline Blisten, Samuel Dequint a assuré la prise de son, Basile Catelin le montage et le conseil sonore, Antoine Caracci l'habillage et le mixage.